message de liberté. Bonjour et bienvenue à la série Héritage du Festival Afro-Urbain pour la 4e édition et le 50e anniversaire de la Maison d'Haïti. Mon nom est Léa Murengos et aujourd'hui j'accueille René Saint-Éloi, qui est poète, écrivain, essayiste et éditeur. Il est le fondateur et le directeur de la grande maison d'édition Mémoire d'Encrier, fondée en 2003 à Montréal, seulement 2 ans après son arrivée au Québec. Cette maison d'édition, dédiée aux voix d'auteurs et d'autrices issus de la diversité, a complètement transformé le milieu littéraire québécois depuis son entrée. Né à Cavaillon, en Haïti, René Saint-Éloi est l'auteur d'une quinzaine de livres de poésie, dont Je suis la fille du baobab brûlé, publié en 2015 et finaliste au prix des libraires, ainsi qu'au prix du gouverneur général. Il est également l'auteur de plusieurs essais et romans à succès, tels que Quand il fait triste Bertha chante, publié en 2020, et Les racistes n'ont jamais vu la mer, publié en 2021 avec Yara El Gadban. Saint-Éloi a reçu plusieurs distinctions et prix prestigieux, comme le prix Charles Biddle en 2012, soulignant son apport exceptionnel au développement des arts et de la culture au Québec. Il fut également reçu en 2015 à l'Académie des lettres du Québec et nommé compagnon de l'Ordre des arts et des lettres du Québec en mai 2019. Saint-Éloi, ainsi, est un véritable monument de mémoire vivante, le thème de cette 4e édition du Festival Afro-Urbain. Alors, bonjour, Monsieur Saint-Éloi. Bonjour Léa. On va commencer tout de suite avec la première question. Pourriez-vous me raconter vos tout premiers moments avec la littérature? Ah, mais ça fait longtemps, Léa. J'étais au collège en Canada-Haïtien. C'était à Port-au-Prince, Haïti. Et j'ai été comme le président de classe. Donc, je m'occupais de tous les autres, mes camarades. Et aussi de leur retard quand ils avaient un problème. C'est moi qui gérais ça. Et ça passait souvent par une petite lettre. Une petite lettre pour dire que mon ami Belensky était en retard. Et puis, je donnais la raison et puis je signais. Et j'ai senti que je pouvais, en fait, déplacer les choses. Et j'écrivais 5 ou 6 lettres ce sont des lettres pour dire au préfet que ces gens-là sont de gentils garçons. Et je commençais à écrire et je pense que c'est là que je date. Et mon écriture, quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'ai commencé à écrire comme ça. Donc, c'est pour moi écrire à l'institution pour détourner l'institution qui a pour rôle de surveiller et punir. J'étais là, l'écrivain, pour dire que non, Belensky, il n'est pas venu à l'école, et puis je lui invente une maladie, je lui invente En fait, je mentais. Pour moi, écrire, là, c'était comme mentir, mais pour défendre un ami, camarade. Donc, c'est là comme mais c'est drôle parce que les gens, ça m'a donné une espèce de pouvoir et je me suis senti investi d'un pouvoir. Parce que, en tant que jeune et que on est étudiant, on a en fait aucune manière de combattre la tyrannie des professeurs, de combattre la tyrannie de l'institution, de tout ce qui est autorité. Donc, la seule manière de combattre, de négocier avec l'autorité, c'était par l'écriture. Et j'ai senti que j'avais un privilège. C'était le privilège de me défendre. Et j'ai toujours défini l'écriture comme une manière d'exister, une manière de me défendre, une manière de contourner l'autorité de ce qu'on appelle les supérieurs. Et c'est pas arrêté là naturellement parce que à cet âge-là, c'est la première fois qu'on va regarder les gens qu'on aime, on va avoir envie d'entrer en contact avec les gens qu'on aime. Et en ce temps-là, on s'écrivait des lettres d'amour. Et moi, je m'exerçais à écrire des lettres d'amour aussi pour mes camarades. Donc, et puis je devais lire pour écrire ces lettres-là. Donc, c'est là que je me suis toujours retrouvé dans des bibliothèques pour lire et pour écrire des lettres pour mes amis, aux filles qu'ils aimaient. Donc, vous écriviez les lettres d'amour pour vos amis, c'est ça? Oui, quelques-unes pour moi aussi, oui. Mais la majorité des lettres, c'était pour mes amis.
Et je devais entrer d'abord les écouter entrer, puis aller à la messe, voir la fille, aller accompagner mes amis pour voir, parce qu'il fallait vraiment, parce on y croyait vraiment et je regardais que ce que c'est que telle fille avant la lettre et telle fille après avoir lu la lettre, comment elle réagit. Et j'ai toujours eu en fait, j'ai toujours eu conscience, une conscience très claire du pouvoir des mots. Et je me suis toujours investi. Et ça, c'est des anecdotes que je te raconte. Mais j'écrivais, je pensais que écrire pouvait changer la vie, écrire pouvait changer les choses. Et c'est ce qui est arrivé dans ma vie. C'est-à-dire, si je suis ici à vous parler, Léa, c'est parce qu'il y a l'écriture. Si je suis à la Maison d'Haïti, si je suis invité, quand vous m'avez présenté, j'ai dit, est-ce que c'est moi? En fait, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'écriture qui fait que, et quand on écrit, on peut, en fait, on est dans une espèce de magie qui transforme, et qui nous transforme, qui transforme le regard qu'on a sur nous. C'est comme si on dirait qu'on touche à la beauté du monde quand on est dans l'art. Et c'est cette sensation que j'ai eue très jeune et que aujourd'hui que j'ai gardée encore. Très bien. Donc, quel a été le message le plus important que vous avez voulu transmettre avec votre écriture, justement? Ce que j'ai toujours voulu, c'est que il n'y a ni grand ni petit. Il y a, en fait, c'est toujours un message. C'est comme si on avait rendez-vous à la justice. On avait rendez-vous avec l'égalité. On avait rendez-vous avec une certaine sororité, une certaine fraternité. Et c'est-à-dire, moi, je crois beaucoup dans la notion d'égalité. Il n'y a pas de grands ni de petits, ni de grands hommes, ni de petits hommes, ni de grandes femmes, ni de petites femmes. Il n'y a que des êtres humains qui sont capables de se transformer. Et c'est ça qui est fondamental. Il n'y a pas de riches ni de pauvres. Il y a des êtres humains qui sont l'un face à l'autre. Et c'est ce face-à-face qui est important pour moi. Et c'est comment faire grandir l'humanité qui est en nous. Et je pense que s'il y a un message, s'il y a quelque chose que moi j'apprends en écrivant, c'est comment améliorer la personne qui est en moi. Et c'est ça qu'il faut nourrir en écrivant. En écrivant, j'apprends ce que c'est que l'amour, j'apprends ce que c'est que la mort, j'apprends ce que c'est que l'altérité, j'apprends ce que c'est que la solidarité, j'apprends ce que c'est qu'aider, le don d'accueillir l'autre, j'apprends ce que c'est que l'autre, c'est déjà tout un programme. Donc, et je pense que la meilleure définition que j'ai eue de la littérature, j'ai appris ça à Medellín, en Colombie. J'étais invité dans un festival de poésie, le plus grand festival de poésie au monde, qui se trouve être à Medellín. J'avais un chauffeur, c'était un étudiant, qui me conduisait partout à Medellín. Et puis, il me disait qu'il étudiait en littérature. J'ai trouvé ça bizarre parce qu'il était pauvre. Et il me disait qu'il était pauvre, ses parents n'avaient pas d'argent. Et j'ai dit, mais pourquoi quelqu'un de pauvre se met à étudier la littérature? Il m'a répondu que c'était pour devenir une meilleure personne. Et depuis, j'ai adopté en fait sa définition de la littérature. J'ai lu pratiquement tous les livres qui parlent de littérature, mais j'ai jamais trouvé de meilleure définition de littérature. Ce jeune homme qui aurait pu être mécanicien, il n'est pas mécanicien, il aurait pu être plombier, il n'est pas plombier, mais il se met à étudier la littérature. Et la raison, c'est que en découvrant les humanités, il peut améliorer sa propre personne. Et c'est ça, je trouve, qui est beau. Et cet homme n'était pas, en fait, c'était pas, vous n'allez pas trouver ça dans les grands dictionnaires, mais je pense que il y a une intelligence. Et c'est cette capacité de promener son regard, ne pas dire que l'intelligence peut venir de Shakespeare, de Descartes, de Emily Dickinson. Voilà, je te parle d'un jeune étudiant pauvre de Medellín qui m'a donné la meilleure définition de la littérature. C'est très beau, ça, vraiment. J'adore cette définition, moi aussi. Et vous diriez,
Quelles ont été les plus grandes barrières dans votre épanouissement, justement, dans cette recherche-là de l'amélioration de soi? Comment est-ce que vous les avez surmontées, ces barrières-là? La plus grande barrière, c'est d'abord le racisme, le sous-racisme, le colorisme, le Haïti comme un pays difficile, ségrégué, où on te demande qui est ton père, qui est ta mère, où on te dit est-ce que tu habites en haut de ville ou en bas de ville, etc. Où on divise les gens suivant la couleur de leur peau, suivant est-ce qu'ils parlent français ou ils parlent créole, est-ce qu'ils ont un passeport de paysan ou bien un passeport de gens de ville, etc. Donc c'est un peu difficile quand vous vivez dans un pays à double vitesse où les êtres humains n'ont pas les mêmes chances, ou comment sortir de cette tyrannie raciale, et d'abord quand on est haïtien, et que comment sortir de, de toutes les injonctions. Par exemple, on est en train de chanter en Haïti en créole, et femmes, ces femmes coloquintes, et on a une image très négative qu'on chante de la femme. Et puis, c'est des chansons qu'on aime, on est dans le carnaval, donc on a été éduqué, on a été éduqué dans des schémas, en fait, très, très, très difficiles. Donc, pour devenir un être humain, il faut se défaire de ces schémas-là. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont ces paradoxes-là qui m'ont nourri, parce que c'est une société qui déshumanise, alors que écrire pour moi, c'est partir vers une humanité. Donc, c'est regarder autrement l'être humain, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son lieu de naissance. Donc, c'est le regarder autrement. C'est-à-dire, par exemple, en Haïti, en fait, un petit peu beaucoup ailleurs, on dit le masculin l'emporte que sur le féminin dans la grammaire, mais aussi dans la vie. Donc, vous voyez, donc, quand vous grandissez, vous voulez devenir quelqu'un, il faut se défaire de ça pour développer des rapports décomplexés avec les autres. Donc, il y a plein de choses qu'on nous a apprises. Ces choses-là, il faut les jeter. Et donc, c'est ça, donc c'est un processus douloureux, parce que des fois, vous parlez d'héritage, il y a des héritages qu'on doit trahir pour parvenir à soi-même. Et c'est ça, donc il faut trahir un héritage collectif. Quand, par exemple, on vous dit en créole, depuis dans Guinée, chien, nèg pas, depuis dans Guinée, nèg pas vle wè nèg. OK, donc les nègres se détestent depuis la Guinée. Mais vous ne pouvez pas grandir avec ces modes d'emploi-là. Si vous grandissez avec ces modes d'emploi-là, vous ne pouvez jamais construire une société fondée sur l'amour, sur le respect. Oui, tout à fait. Et au Québec, est-ce que vous avez trouvé que vous aviez des obstacles similaires? Est-ce que vous avez eu Absolument. des alliés précieux par rapport à ça? Absolument. Le racisme existe, il est systémique. Là, on parlait du sous-racisme en Haïti, mais arrivé au Québec, il fallait être 10 fois plus intelligent que l'autre pour être à la même place que l'autre. Ça, on le sent. C'est-à-dire que on sent qu'il fallait et qu'on était noir. Alors qu'en Haïti, j'étais le fils de Bertha. Ma mère pensait que j'étais le plus beau. Donc, ma grand-mère pensait que j'étais un prince. Est-ce que vous voyez? Donc, je suis élevé par une lignée de femmes qui faisaient de moi un pépi, un petit prince, un trésor. Et puis, j'y crois encore aujourd'hui. Et ces femmes m'ont aidé parce qu'elles m'ont pétri d'amour. Donc, quand je suis arrivé ici et j'ai vu quelques actes racistes me concernant ou concernant les Noirs, et que quand j'ai vu que les autres qui sont victimes qui sont discriminés et qui sont victimes de profilage racial, et que je me sens solidaire de ces gens qui sont victimes. Je ne crois pas dans le nègre exceptionnel. Je ne crois pas que Rodney Saint-Éloi, parce qu'il a écrit quelques livres, il est en dehors. On te dit, toi, tu n'es pas comme les autres. Et je réponds, oui, je suis les autres. Je ne suis pas comme les autres, mais en vérité, je suis les autres. Donc, quand vous frappez les autres, quand vous crachez sur les autres, c'est sur moi que vous crachez aussi. Donc, je ne veux pas être celui pour qui on fait l'exception. Et je sens
ce qui arrive dans la société. Quand je rentre quelque part et puis je suis le seul noir parmi 150, ou bien quand on me parle, je sens que si j'étais blanc, on m'aurait pas parlé ainsi. Donc, même quand on fait précaution à moi, à ma personne, en me traitant différemment, c'est encore le racisme. Est-ce que vous voyez donc? Et je me bats toujours pour dire non, vous vous trompez, je suis un être humain. Et vous avez parlé de l'Académie des lettres du Québec. Quand j'ai été accueilli à l'Académie des lettres du Québec, ce que je leur ai dit dans mon discours que j'ai fait mon discours, mon discours inaugural en disant je suis le fils de Tida. Pourquoi je disais je suis le fils de Tida? Parce que Tida ne parlait pas le français. Et voilà, je suis accepté parmi des lettrés dans une grande cour d'académiciens. Je leur dis d'où je viens. Là où je viens, ma grand-mère parlait le créole. Et quand j'ai commencé à l'école, la première injonction à laquelle j'ai fait face, c'est qu'on me dit exprime-toi. Et exprime-toi, c'était abandonner cette grand-mère-là parce qu'il ne parlait que le créole. Et moi, je n'avais qu'une langue, j'étais monolingue, créole. Je ne parlais que le créole. Est-ce que vous voyez? Donc, avec la langue française, je suis entré dans un processus, et je dirais, d'aliénation. Et quand je suis devenu adulte, quand j'écris, c'est justement pour me désaliéner. Parce qu'on ne m'avait pas appris qu'une femme noire pouvait être belle. Ce qu'on m'avait appris, c'était telle beauté, et que dans le canon qu'on m'avait appris, il n'y avait pas de place pour ni ma mère ni ma grand-mère. Donc quand je deviens un être humain, je dois revendiquer cette altérité-là, je dois revendiquer cette identité-là, je dois revendiquer la place pour ma grand-mère dans les musées, dans les livres. Et c'est pourquoi dans mes livres, je cite beaucoup leurs noms. Bertha, Tida, Mercilia. Vous allez voir ces femmes-là parce qu'elles sont belles. J'ai dit que les musées ont commis un tort réel parce que dans les musées, on ne voit pas le visage de ces femmes-là. Et c'est à moi, dans mon œuvre, de porter ces visages-là. Parce que ces visages sont en moi. C'est que les voix de ces femmes parlent dans ma tête. Oui, puis on voit aussi que vous accordez quand même une grande place aussi aux femmes racisées dans votre maison d'édition. J'aimerais aussi savoir quel est le ou les plus beaux souvenirs de votre carrière littéraire. Quelles sont les mémoires les plus vivantes qui vous suivent encore aujourd'hui? Les beaux souvenirs, c'est quand... j'aime beaucoup quand le feu s'allume, quand on est complètement... quand on parle de nous, on parle souvent de périphérie. Moi, j'aime souvent dire le centre, c'est là où nous sommes. Le centre n'est pas le centre n'est pas au Vieux-Montréal, ni à la place des spectacles. Le centre, c'est ici, là, à la Maison d'Haïti où nous sommes. C'est là que le centre est. Et on va déplacer du monde de partout pour que le monde soit ici. Et c'est comme ça. Donc, le plus beau souvenir que j'ai, c'est quand je vois par exemple, beaucoup de beaux souvenirs, je n'ai pas un. Je ne connais pas le succès. Ce que je connais, c'est ces genres de transformation. Quand on prend de jeunes auteurs, comme on prend une jeune femme comme Emily Prophète qui publie son premier recueil chez Mémoire d'Encrier, puis toute son œuvre est publiée chez Mémoire d'Encrier, et qui devient avec un livre comme Les Villages de Dieu, comme une autrice connue et reconnue à travers le monde. Ses livres sont traduits, et que ça, pour moi, quand je regarde tout un parcours, comment la littérature a pu transformer des vies, et quand je prends des auteurs autochtones qu'on publie comme Joséphine Bacon et comme Naomi Fontaine, qui au départ la société ne les connaissait pas parce que les autochtones, pour eux, ce sont des gens qui sont dans des conditions difficiles, qui sont dans des réserves, qui sont des gens on s'attendait pas à ce que ces gens-là peuvent écrire. Et quand la magie fait en sorte qu'aujourd'hui, ce sont ces femmes-là qu'on lit. Est-ce que vous voyez, c'est comment par l'écriture, on arrive comme par magie à déplacer le regard, à prendre ce qu'on considérait comme non droit,
comme périphérie et à les placer au centre de la société pour dire à la société, vous perdez votre humanité si vous ne lisez pas ces gens-là. Et pour moi, c'est important. Quand je vous dis, c'est un moment important pour moi. Quand j'entre à l'académie, avec qui? Pas avec Voltaire, pas avec Victor Hugo. J'entre avec Tida, en disant, je suis le petit-fils de Tida. Et à l'Académie des lettres, en parlant en créole, parce que Tida parlait en créole. C'est un moment important pour moi quand je vois, j'écris, quand il fait triste, Bertha chante. Bertha, c'est ma mère. Et je vois l'accueil en France qu'on donne à ce livre. C'est extraordinaire. Quand je vois, j'écrivais en Haïti, je commence à écrire et Port-au-Prince, et sur Port-au-Prince, et c'est une ville d'eau de terre et d'arc-en-ciel heureux. Et puis quand, 30 ans après, je vois et que ce livre, et que paraître à la collection Point, c'est plus qu'une joie. C'est des choses auxquelles moi, Rodney Saint-Éloi, c'est des rêves dont j'avais pas rêvé. Je ne pouvais pas. On nous avait pas appris à rêver de ces rêves-là. Et c'est ça, je pense, qui est possible dans la littérature. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Alors que dans la vie qu'on vit, dans la société qu'on vit, quand les êtres racisés que nous sommes, nous ne voyons que des barrières. Avec l'art, avec la littérature, les barrières, on va les faire tomber. Oui, c'est très beau. Vous répondez pas mal à mes questions d'avance, mais c'est super. Comment est-ce que vous envisagez aujourd'hui la relation que vous avez entretenue depuis longtemps avec le milieu littéraire en Haïti? Vous faites beaucoup référence à votre jeunesse et le début de votre vie d'adulte en Haïti, mais j'aimerais quand même que vous me parliez un petit peu plus de comment ce milieu-là fait partie de votre mémoire vivante, justement. Avant de venir ici, j'ai parlé à 2 écrivains haïtiens, Kate Limas, qui est une autrice que j'aime beaucoup, et Evans Wesh, qui est un jeune auteur. J'avais publié son premier texte. Et puis ce matin aussi, j'ai parlé à Gary Victor. Donc ça fait trois auteurs dans la même journée à qui j'ai parlé. Et on a parlé d'un projet sur le vaudou raconté aux enfants et à leurs parents. Donc, et je pense que c'est intéressant quand un pays comme Haïti qui s'effondre, que l'on garde ouverte la relation entre les Haïtiens pour continuer à construire l'imaginaire. Parce que le pays physique peut être en défaillance, peut être en situation de banqueroute, mais l'intelligence doit survivre. Donc, on a, en fait, ma préoccupation, Haïti est une déception. Dans mon dernier livre, j'ai appelé Haïti pays pourri. Là, je me pose beaucoup de questions, la corruption, tout ce qu'il y a comme difficile. C'est une dystopie. Je peux pas fermer les yeux aujourd'hui, rêver que je retourne en Haïti, alors que quand j'étais ici au premier moment, je me posais toujours la question, qu'est-ce que je fais ici? Surtout en ces temps d'hiver-là, tout le monde voulait retourner en Haïti, aller à la mer, danser, manger griot, en fait, du ricolé, danser, carnaval, etc. Et puis de plus en plus, on se rend compte, on sera obligé de poursuivre nos hivers ici, et même de mourir en hiver. Et c'est dur pour un Haïtien, pour une Haïtienne, de ne pas retourner, de ne pas réécrire ce pays, notre propre cahier d'un pays natal. De ne pas avoir quelqu'un, une mère, un père, un frère qui va dire, mon frère, rentrons chez nous. Donc ça disparaît de plus en plus chez nous. Mais je pense qu'il est de mon devoir, en tant qu'humain, en tant qu'Haïtien, en tant qu'éditeur, de préserver cet espace. Comment je le fais? Les livres sont distribués en Haïti, et dernièrement, je viens d'envoyer près de $80,000 de livres à mon ancienne école pour reconstruire la bibliothèque au Collège canado-haïtien. Donc, c'est-à-dire que c'est des livres et ça, je vais continuer à le faire, continuer à collaborer en Haïti, avec Haïti, continuer à envoyer des livres en Haïti. Je pense qu'il manque de pain en Haïti, mais il manque aussi de livres. Ouais. Et je peux peut-être pas donner de pain, mais
le livre est aussi un pain tout aussi précieux que le pain qui nourrit le corps. Oui. C'est un pain qui nourrit l'esprit, en fait. Oui. Ouais. Ensuite, j'aimerais savoir, c'est un peu en lien avec Haïti encore, mais surtout avec votre communauté ici. Qu'est-ce que vous souhaitez léguer à votre communauté? À quoi ressemblerait un Québec à l'image de votre mémoire vivante, à votre image? Mais c'est un Québec où... Parce qu'en fait, ce que je dis souvent, c'est que c'est mieux de vivre sans racisme. S'il y a une cause qui me prend, qui me touche beaucoup et à laquelle je voudrais me dédier, c'est une société où les êtres humains soient respectés. Mm. Et je pense que il y a tellement de soleil, tellement de gens qui sont à côté de leur cri, à côté de leur histoire, et que le Québec empêche les institutions, empêche à ces gens de parvenir à ce que ces gens sont réellement. Ce sont de jeunes hommes, de jeunes femmes qui sont vraiment pleines de soleil et que le Québec ne peut pas intégrer. Parce que je pense que quand on parle d'intégration, c'est d'un côté comme de l'autre. Et je pense qu'il y a un rejet systémique et qui me fait peur quand je vois l'énergie, quand je vois la capacité de ces gens de se déployer, de construire le Québec, d'amener. Et j'imagine comment les Haïtiens et puis certains Africains le font, d'amener une certaine négritude à la culture montréalaise. Je ne peux pas dire québécoise. Et je pense que c'est une chose extraordinaire, cette diversité ou bien cette diversalité. Et que ce que je voudrais montrer aux uns et aux autres, c'est que le Québec nous ressemble. Oui. Le Québec n'est pas fondamentalement blanc, caucasien. Le Québec est de toutes les couleurs, le Québec est de toutes les origines. Oui. Donc, il faut le dire très, très fort et il faut travailler en ce sens. Il faut vraiment se battre contre le racisme et se battre contre l'imaginaire du racisme. Ouais. Pas seulement, même entre nous, se battre pour dire comment créer une société à notre image, c'est-à-dire libre, ouverte et profondément amoureuse de l'autre, Ouais. et puis profondément ancrée dans la multiplicité des origines. Et qu'un Québec qui serait simplement, que serait le Québec sans Haïti qu'il y a ici, que serait le Québec sans les autochtones, que serait le Québec sans les Asiatiques. Donc, je pense que le Québec serait tellement petit et qu'on n'aurait pas envie d'exister ici. Donc, il faut tout ce monde-là. Le Québec a beaucoup à donner au monde. Oui. C'est cette image multiple et du Québec qui est pour moi, en fait, moi je parle du compagnon des Amériques. Et que cette terre dont nous parle Gaston Miron, cette terre, elle est tellement belle, et malgré l'hiver, malgré les difficultés de vie au quotidien, des fois, et je pense que nous avons les moyens Oui. de construire et d'avancer dans ce Québec-là. Et d'être fier aussi. Oui, Ouais. oui, oui. Mm. Et vous êtes encore, on a parlé beaucoup de vos souvenirs, de votre parcours, mais vous êtes encore jeune. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez encore accomplir? Merci pour... Ben, je suis un enfant. C'est pour ça que j'écris et que c'est pour garder en moi l'enfance. Parce que je pense que quand on écrit, on se déplace. J'ai une grand-mère, j'ai une maman, je suis une fleur qui est sa première éclosion. C'est ça écrire. Parce que écrire, c'est garder l'âme vivante, rester vivant. Et que je pense que, quels que soient nos âges, nous avons notre apport dans la société. Ceci dit, je suis plus dans un devoir de transmission. Et je me dis, je suis très attentif à l'autre. C'est-à-dire à l'autre qui va reconstruire littéralement le pays. J'attends, je suis curieux, j'écoute et j'essaie de participer à cette transmission-là. J'essaie de ne pas dire
que la littérature a commencé avec moi et va finir avec moi. J'essaie de renouveler, de laisser la place, de faire en sorte que ma présence ne soit pas une entrave pour les gens de la relève. Parce qu'on a besoin de jeunes de la communauté qui écrivent. On a besoin de jeunes de la communauté qui dansent, qui chantent, qui montrent qu'il y a une puissance en eux et qui font déployer cette puissance. On a des femmes phénoménales, que ces femmes phénoménales existent. Et moi, en tant qu'aîné, en tant que peut-être grand frère, je dois pouvoir ouvrir la route. Et c'est ça, je dois dire que, comme l'Egba dans la culture vaudou le fait, je dois être là et si je peux ouvrir la route. Donc je pense que c'est mon rôle c'est mon rôle de, comme on appelait ça, de créer des passerelles. Et c'est pour ça, Mémoire en crier, on a fait avec l'Espace de la diversité, qui est un organisme qui combat aussi le racisme. On a fait on a mis en place un projet qui s'appelle Passerelle avec plus d'une vingtaine de jeunes. Et c'est pas du mentorat. Parce qu'on n'a pas la condescendance d'être supérieur à ces jeunes-là. C'est des jeunes qu'on écoute. C'est des jeunes avec qui on aménage un espace de dialogue sur le Québec. Et on invite ces jeunes à prendre leur place, à connaître les institutions, à rencontrer les gens et à parler en toute égalité avec ces gens-là. Et ça a donné des résultats comme des bourses, comme des publications. Donc, je pense que moi, je suis très, très satisfait de ce que je vois. Donc, il y a des lignes qui s'ouvrent et ces jeunes s'assument parce que souvent, c'est des informations qu'ils n'ont pas. Oui, c'est des informations qui sont difficiles à trouver. Oui. Surtout quand on a des obstacles systémiques. D'ailleurs, vous avez un peu précédé ma question. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez des conseils justement pour ces jeunes de la future génération d'écrivains? Oh, ben, j'ai pas de conseils. Ils doivent simplement écrire. Elles doivent écrire. Et nous sommes là. Il faut leur dire qu'il y a des portes qui sont ouvertes, comme Mémoire en crier. Moi, quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de Mémoire en crier. Il y avait d'autres choses. Il y avait le syndicat, il y avait, etc. Donc, il faut frapper. Il ne faut pas. Il y a un poème que j'ai écrit qui dit et ne vous excusez pas. Il ne faut pas qu'ils s'excusent à chaque fois. La société leur appartient. Il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils ne demandent pas est-ce que l'autorisation à personne. Ne demandez l'autorisation à personne. Prenez votre place et que démerdez-vous, soyez debout. Effectivement, il y a des obstacles, il y a des barrières, mais plus les barrières sont hautes et plus je suis, moi, motivé à les combattre. Et on sera ensemble à les combattre. Aujourd'hui, et comme le disaient si bien les autochtones, il n'y a plus d'inertie. On n'est plus capable de vivre l'inertie. On ne peut pas faire du surplace. Nous devons avancer avec le Québec ou bien périr. Nous devons avancer. Nous allons prendre notre place, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans la danse, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans l'humour, parce que c'est une société où ça existe des places pour nous. Et nous faisons partie, nous contribuons dans cette société-là, nous contribuons. Nos parents, pour la plupart d'entre nous, y ont contribué. Donc c'est ici qu'il faut planter notre barque. Il faut pousser notre barque pour aller sur le grand fleuve Québec. Nous allons naviguer avec les Québécois. Nous allons nous battre pour créer une société, pour créer un vivre ensemble. Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est ce qu'on souhaite, du moins. Qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous pensez que la place de notre communauté va évoluer dans justement la société, puis dans aussi le monde littéraire dans le futur? Je pense qu'il y a beaucoup de bons signes. Il y a beaucoup de bons signes. C'est d'abord l'existence de Mémoire en crier. On a récemment une jeune autrice, Laurie Jean-Louis, qui a eu le prix des libraires avec son premier livre. On a La femme sans couleur. oui, La femme sans couleur. Un très bon recueil, ouais. Il y a, je vois beaucoup de choses qui se passent dans
dans la communauté, littérairement parlant, il y a la librairie de Gabriela La librairie Racine, la oui. librairie Racine qui s'ouvre, qui est un espace. Il y a le salon du livre haïtien. Il y a beaucoup d'activités ici à la Maison d'Haïti. Donc, il y a aussi DICA, il y a vraiment les journées contre le racisme. Il y a tellement de travail. Il y a l'espace de la diversité dont je parlais tantôt. Il y a même à Rimouski où un petit peu partout, on sent que des Noirs et ça, qui s'agitaient, mais pas simplement pour s'agiter, pour dire nous sommes Noirs. Et c'est des Noirs qui disent, ah, ce serait mieux si on pouvait se mettre ensemble pour bâtir un nouveau Québec. Et que, et là, dernièrement, c'était pour le 350e, pour le 350e anniversaire de Montréal, on avait fait une petite publicité pour Montréal où on a montré des images qui avaient un petit peu traumatisé tout le monde parce que Montréal ne s'était pas reconnu dans les images qu'on a montrées. On a dû refaire ce petit film, c'était 350 ou 375e, je ne sais plus. On a dû refaire le petit film. C'est ça, je pense qu'il faut plus refaire. Parce que le Québec et Montréal, et pour parler de Montréal, est une ville où toutes les races humaines ont leur place. Et Montréal est devenue une grande ville si Montréal peut laisser l'interaction entre ces populations-là. Oui. Et c'est ça, je pense qu'une grande ville. Dans une grande ville, il y a ces passerelles qui font qu'on existe. Et Montréal peut devenir même un exemple d'humanité pour le monde. Et je pense que Montréal doit être soucieux de ça. On ne doit pas perdre ce privilège que nous avons. Oui, non, tout à fait. Pour revenir un peu à vous, avant qu'on termine l'entrevue, j'aimerais savoir comment est-ce que vous pensez que votre processus artistique, votre pratique d'écrivain va évoluer dans les prochaines années? Ah ben ça doit évoluer vers le silence pour que je laisse parler Léa et tous les autres de la relève. Je pense que je dois, ben c'est vrai ce que je dis, je dois laisser les traces. Je dois avoir un certain nombre de traces et puis je dois continuer à faire ce que j'ai à faire et à peut-être montrer la route, à peut-être montrer cette expérience que j'ai eue à des jeunes, pas pour dire que je suis supérieur, mais simplement pour dialoguer, pour dire en Haïti, voilà comment ça fonctionnait, voilà comment, quand j'ai rencontré Davertige, voilà comment j'ai publié Davertige, pour rappeler en fait que Jean-Claude Fignolet a existé, pour rappeler qu'est-ce que ça m'a fait la première fois que j'ai lu Amour, colère, folie de Marie Chauvet, pour vous dire comment, quand j'ai rencontré Yannick Jean me lisait La fidélité non plus, qu'est-ce que j'ai senti trembler en moi, quand j'ai rencontré Édouard Glissant, qu'est-ce que ça fait en moi, quand j'ai développé une relation avec Aimé Césaire, qu'est-ce que ça m'a donné, quand j'ai entendu Aimé Césaire qui me disait je suis martiniquais, mais mon vrai pays c'est Haïti. L'histoire d'Haïti m'importe beaucoup plus que l'histoire de mon pays. J'aimerais raconter ces histoires-là, j'aimerais dire comment toute mon enfance a été la plus grande université pour moi, c'était dès mon enfance. Et j'étais bercé par les contes, comment le merveilleux, comment l'imaginaire a été beaucoup plus précieux pour moi que la réalité. Comment on peut transformer la pauvreté ou bien l'humilité en richesse. Et c'est peut-être ça. Et tout le soleil, tout ce qui nous a, tout l'héritage, pour finir sur le mot héritage, quand on vient d'Haïti, il y a tellement de mauvaises choses qu'on peut avoir peur de dire qu'on vient d'Haïti, mais il faut expliquer une autre Haïti. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme tout le merveilleux, Tout à fait, oui. tout le merveilleux d'Haïti. Et là, je pense
à une grande conteuse qui s'appelle Mimi Barthelemy, qui est décédée, mais qui était une amie, qui a transmis tous ces beaux chants sacrés d'Haïti dans ses contes. Oui. Alors, merci beaucoup, René Saint-Éloi, d'avoir accepté notre invitation. Mon nom, c'est Léa Muringos. Merci d'avoir été avec nous pour cette entrevue pour la 4e édition du Festival Afro-Urbain. On vous invite à rester avec nous et à aller visionner les autres éléments de notre programmation. Donc, bonne journée. Merci. Merci. Le message